Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Je suis pour les blancs parce que je suis blanc. Je n'ai pas d'autre raison et celle-ci est la bonne. Comment a-t-on pu accorder la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune civilisation? Il faut détruire tous les nègres des montagnes, hommes et femmes, ne garder que les enfants au-dessus de 12 ans, détruire la moitié de ceux de la plaine et ne laisser dans la colonie un seul homme de couleur qui ait porté l'épaulette, demandait Napoléon Bonaparte. Or, pour détruire le gouvernement des Noirs, sous l'ordre de Bonaparte, le général Leclerc a commencé avec un système de noyades qui était comparé même à l'époque aux fameuses noyades de Nantes qui se sont déroulées pendant la Terreur en France. Ils ont capturé des gens sans aucune autre forme de procès, civils et soldats. Ils les ont mis sur des bateaux et les ont noyés. Des témoins oculaires ont raconté qu'ils voyaient des corps et des cadavres revenir sur les côtes. On ne pouvait même plus manger de poisson. Les odeurs, c'était affreux. Même les soldats français se sont plaints de cela et cela a entraîné de nombreuses défections. Quand Leclerc meurt en octobre 1802, il est remplacé par le général Rochambeau qui a poursuivi la politique d'extermination de Napoléon Bonaparte. Les soldats noirs qui n'ont pas été noyés ont été placés dans des cales de bateaux pleines de gaz de soufre. Ils appelaient ça les étouffoirs. Rochambeau a aussi utilisé des chiens bulldogs importés de Cuba. Ces chiens étaient entraînés à manger de la chair noire. Le mot qu'il utilisait à l'époque, c'était extermination. Il fallait exterminer tous les Noirs de plus de 12 ans dans les colonies françaises, selon l'ordre de Napoléon Bonaparte. Microphone Jean Fils-Aimé, bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à Napoléon Bonaparte, non pas pour l'encenser comme on le fait en France depuis environ quelques semaines, mais pour dire toute la vérité sur cet homme qui fut, au bout du compte, l'un des plus grands exterminateurs des Noirs.
il nous faut, dans ce contexte où l'on réclame réparation, il nous faut reprendre le contrôle de nos narratifs, dire la vérité sur nos bourreaux et arrêter de les considérer comme des héros, comme on nous l'a appris à l'école coloniale. Nous allons donc rétablir toute la vérité sur Napoléon Bonaparte, montrer comment cet homme, loin d'être le bâtisseur, loin d'être le génie, loin d'être l'instigateur de l'État moderne français, c'est au fait un tyran, c'est au fait un sanguinaire, c'est au fait, nous le verrons, un pédophile qu'il faut dénoncer. Je vous veux éveiller. À ce stade-ci, je vous invite donc à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder attentif avec nous pendant cette heure. Nous allons dire aujourd'hui encore les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres, et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Avant la pause, on s'était promis de consacrer l'émission d'aujourd'hui à rétablir le vrai portrait de Napoléon Bonaparte. Et je préfère vous le dire d'emblée, le portrait que l'on va brosser de cet homme, pour vrai soit-il, on va rien inventer, ce sera un portrait afrocentrique. On va regarder le personnage à partir d'un point de vue africain, à partir d'un point de vue d'afro-descendant. Car il y a ceux qui ont bénéficié des politiques publiques de Napoléon Bonaparte, mais il y a ceux qui ont subi les politiques publiques de Napoléon Bonaparte. Ceux qui ont bénéficié des politiques publiques de Napoléon Bonaparte nous le présentent comme l'initiateur de l'État moderne, nous le présentent comme le grand législateur, nous le présentent comme un génie militaire, tandis que nous qui avons subi les politiques publiques de Napoléon Bonaparte, nous n'avons pas suffisamment fait entendre notre voix, en sorte que le tableau, le portrait qu'on nous présente de Napoléon Bonaparte est un portrait faux. Il nous faut rétablir justement la vérité, dire toute la vérité sur cet homme, que ceux qui ont bénéficié de ces politiques publiques présentent comme un génie, alors que pour nous les Africains, pour nous les Afro-descendants, cet homme, c'est un sanguinaire, cet homme, c'est un assassin, cet homme, c'est un génocidaire, cet homme, c'est un exterminateur des peuples noirs. Alors, commençons par la manière dont cet homme est parvenu au pouvoir. Tout le monde sait que
Napoléon Bonaparte s'est emparé du pouvoir à la suite du fameux coup d'État qu'on appelle le coup d'État du 18 Brumaire en 8 de la Révolution, qui correspond au fait au 9 novembre 1799. À cette date, Napoléon Bonaparte va renverser un gouvernement légitime, le Directoire, qui avait la légitimité populaire pour installer un autre système au sein duquel il va se faire nommer premier consul et plus tard empereur, comme on le sait. Mais fait à retenir, c'est que dès que cet homme s'est installé au pouvoir, il a commencé à livrer la guerre contre toutes les nations européennes. Car son mobile, son ambition, son intention, c'était d'annexer les territoires français, c'était d'annexer les nations françaises à ce qui allait devenir plus tard l'Empire français pour faire de la France un grand pays géographiquement parlant. Et c'est ainsi que ce qu'on appelle les guerres napoléoniennes vont coûter non seulement beaucoup d'argent, n'est-ce pas, à la France, beaucoup d'argent aux nations européennes, mais ce qu'on appelle justement les guerres napoléoniennes qui vont durer environ 11 années vont, écoutez bien, emporter dans la tombe près de 4% de la population européenne d'alors. En 1800, la population européenne est évaluée à 187 millions d'habitants. Or, les fameuses guerres napoléoniennes, c'est-à-dire des guerres que Napoléon va livrer aux nations européennes pour annexer leur territoire à la France, ces fameuses guerres vont emporter dans la tombe entre 3 à 7 millions d'habitants, ce qui correspond donc à environ 4% de la population européenne. C'est pas compliqué. Chateaubriand lui-même disait des guerres napoléoniennes qu'elles ont emporté environ 7 millions d'habitants. Et quand on parle de 7 millions de personnes qui ont été emportées dans la tombe à cause des guerres insensées de Napoléon Bonaparte, on ne parle pas seulement de morts français, on ne parle pas seulement, n'est-ce pas, de soldats français qui sont soit directement tués sur les champs de bataille, qui sont morts de maladies à la suite de blessures. On parle, n'est-ce pas, d'un fort tribut que les diverses nations européennes ont dû payer à la suite de ces guerres insensées que cet homme, pour sa gloire personnelle, a mené contre les nations européennes. Je vous présente ce bilan en termes de chiffres. Du côté de l'Italie, les guerres napoléoniennes ont emporté 120 000 soldats. Du côté russe, les guerres napoléoniennes ont emporté 289 000 soldats. Du côté prussien, 134 000 morts. Du côté autrichien, 376 000 morts. Du côté espagnol, 300 000 morts. Du côté britannique, 311 806 morts. Au total donc, c'est environ 4% de la population européenne qui a été tuée par les guerres insensées de Napoléon Bonaparte. Et quel a été le mobile, quel a été le motif, quel a été le casus belli, n'est-ce pas, de ces 10 années de tuerie, de ces 10 années de massacre? Élargir le territoire français, faire de la France un grand empire. Comme on l'a vu, Napoléon Bonaparte s'est installé au pouvoir 10 ans après la Révolution française, soit en 1799. Mais on se souvient des raisons pour lesquelles cette révolution a réussi. On se souvient des raisons pour lesquelles des penseurs ont fermenté justement cette révolution. C'était justement pour combattre toute l'idée d'un pouvoir qui est concentré aux mains d'un seul homme. Eh bien, le tiers-état, comme disait, n'est-ce pas, l'auteur du Mariage de Figaro, c'est tout. C'est la population qui doit conférer le pouvoir à quelqu'un et ce pouvoir-là doit être distribué, n'est-ce pas, sur 3 paliers. Le palier exécutif, le palier judiciaire, le palier législatif.
Or, dès l'installation de Napoléon Bonaparte au pouvoir, on se rend compte que cet homme est tout sauf un démocrate. C'est au fait un autocrate qui concentre tous les pouvoirs en ses mains. C'est aussi quelqu'un qui rapidement va faire ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Très rapidement, tous les congés nationaux vont avoir un lien avec sa vie personnelle. C'est ainsi, par exemple, que la date de son anniversaire, le 15 août, sera désormais un jour de congé. Et imaginez la titulature de ce congé. Ce congé, désormais, va s'appeler le congé de la Saint-Napoléon. Il s'est canonisé, le temps de le dire. Un autre jour de congé national sera justement le jour où il a reçu le sacre impérial. En ce jour-là, eh bien, il y avait un congé national. Donc, on est loin de la démocratie. On est loin des acquis de la Révolution française. Et en parlant des acquis de la Révolution française, au fur et à mesure que cet homme va s'installer au pouvoir, il va les supprimer, ces acquis-là, les uns après les autres. Premier acquis de la Révolution française qu'il va supprimer, eh bien, c'est la fameuse liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? On se souvient de cette fameuse formule de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je suis prêt à me battre pour que vous ayez le droit de le dire. Eh bien, cette fameuse liberté d'expression va être supprimée par Napoléon Bonaparte. Si bien que même les journaux, en son temps, recevaient directement des notes de Napoléon qu'ils devaient insérer dans leurs colonnes. Donc, ce qu'on racontait de Napoléon arrivait du bureau même de Napoléon. Et Napoléon avait son chef de police, le ministre, n'est-ce pas, de la police, comme il l'appelait, Joseph Fouché, qui veillait au grain, qui veillait à ce que on ne dise pas de Napoléon Bonaparte autre chose que ce que Napoléon veut bien qu'on dise de lui dans les journaux. Donc, existe la liberté d'expression. La liberté de réunion, qui est un acquis fondamental de la Révolution française, eh bien, cette liberté de réunion a été aussi supprimée par Napoléon Bonaparte, en sorte que pour pouvoir se réunir, pour discuter des sujets sensibles de la vie en société, pour discuter des sujets politiques, il fallait avoir la permission du gouvernement de Bonaparte, autrement on était arrêté. La liberté de circulation, on ne se rendait pas là où on voulait sous, n'est-ce pas, Napoléon Bonaparte. Il fallait détenir, n'est-ce pas, des sauf-conduits. Il fallait détenir des permissions de Napoléon Bonaparte. Et encore une fois, sa police secrète, sous la direction de son ministre de la police, Joseph Fouché, veillait à ce que ce soit ainsi. Il me semble aussi que la Révolution française s'est établie sur le principe de liberté, égalité et fraternité. Et quand on parle d'égalité, c'était l'égalité devant la loi. La loi qui était décrite comme cette fameuse femme dont les yeux sont bandés et qui, n'est-ce pas, évalue les gens en fonction du principe de l'équité. Eh bien, sous Napoléon, le principe de l'équité a pris le bord parce que, et il l'écrivait, les fonctionnaires, ceux qui travaillaient pour l'État, avaient un avantage dans le système judiciaire. Ils étaient mieux vus par les juges que monsieur et madame tout le monde. Quand on dit aussi égalité, cela veut dire que les hommes et les femmes devaient être égaux. Eh bien, sous Napoléon, surtout quand on analyse le fameux code de Napoléon, dont tout le monde vante les mérites comme étant les premiers principes d'une législation dans les temps modernes, eh bien, le code de Napoléon a ramené la femme au statut de mineure. La femme devait dépendre soit de son père, si elle n'était pas mariée, ou sûrement de son mari, si elle était mariée. Elle n'avait aucun droit juridique. Elle était devenue une mineure du point de vue du droit. Alors, je me demande par où est passé cet initiateur de l'État moderne qui a jeté les bases d'une législature moderne.
Du point de vue du droit du travail, Napoléon Bonaparte est le grand pourfendeur des droits du travailleur. C'est le patron qui décidait de tout en ce qui a trait à l'ouvrier. Et l'ouvrier était ravalé désormais au rang d'un quasi-serf. On est revenu littéralement à un système de servage puisque les patrons, comme les seigneurs d'autrefois, décidaient de tout pour les ouvriers, pour leurs employés, et le code Napoléon le leur permettait. Un autre acquis de la Révolution que Napoléon Bonaparte a supprimé, eh bien, c'était la disparition de la noblesse. Rappelons-le, au moment où les Français ont fait leur révolution, la société française était littéralement classifiée en 3 castes. C'était vraiment des castes. Vous avez le clergé, qui avait tous les privilèges, qui détenait, le clergé qui avait tous les privilèges, car vous avez des gens d'église qui détenaient leurs droits directement de Dieu et qui conséquemment étaient entretenus par l'État, qui étaient aux frais de l'État, qui ne payaient donc pas d'impôts, qui avaient tous les privilèges, qui avaient des terres, etc. Vous avez à côté du clergé, vous avez la noblesse, ça veut dire des gens qui ont des privilèges, pas parce qu'ils sont plus méritants, pas parce qu'ils sont de meilleurs citoyens, mais tout simplement parce qu'ils descendent d'une famille de nobles et ces gens-là non plus ne payaient pas d'impôts. Et en dessous d'eux, vous aviez, n'est-ce pas, le tiers-état. Ça veut dire ce qu'on appelle aujourd'hui, justement, la classe moyenne. Ça veut dire monsieur et madame tout le monde qui travaillent pour supporter tous les privilèges de ces 2 classes-là, c'est-à-dire le clergé et la noblesse. Or, la Révolution française a réussi parce que, à un moment donné, les Français en avaient marre de ces privilégiés-là. Et lorsque justement la Révolution française a établi le principe de liberté, égalité et fraternité, cela veut dire que tous sont égaux. Tous sont égaux devant la loi, ce qui n'a pas été respecté sous Napoléon Bonaparte, mais que tous devraient être égaux aussi, n'est-ce pas, dans la vie. Ça veut dire, tu n'as pas plus de privilèges que moi parce que tu descends d'une famille de nobles, et moi, je n'aurai pas moins de chance que vous parce que ma famille n'est pas une famille noble. Et donc, à la Révolution française, on a fait sauter ces privilèges-là. Et pour comprendre, n'est-ce pas, tous les privilèges dont à la fois le clergé et la noblesse se targuaient avant la Révolution française, ce qu'on appelle l'Ancien Régime, il faut relire cette pièce de théâtre, cette comédie, Le mariage de Figaro, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Eh bien, dans cette pièce-là, l'auteur fait rire de ses privilèges. Des gens qui ne payent pas d'impôts, des gens qui peuvent s'accaparer de vos biens, des gens qui ont accès à tout, pas parce qu'ils sont plus travaillants que vous, mais tout simplement parce que leur nom de famille est précédé du préfixe « de ». Et puisque leur nom de famille est précédé du préfixe « de », donc ils sont des nobles, ils ont accès à tout, alors que le tiers-état n'a accès à rien. Donc la Révolution française a eu lieu précisément parce qu'on voulait faire sauter ces privilèges. Eh bien, tenez-vous bien, Napoléon Bonaparte a rétabli la noblesse. Il a rétabli des noblesses avec les mêmes privilèges de l'Ancien Régime. Et pourtant, on continue à nous présenter Napoléon Bonaparte comme quelqu'un qui est l'initiateur de l'État moderne, comme un révolutionnaire. C'est tout à fait le contraire. C'est un conservateur qui a ramené les privilèges de l'Ancien Régime sous d'autres noms en continuant à exploiter précisément ceux qui étaient exploités sous l'Ancien Régime. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous.
de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Napoléon Bonaparte, c'est aussi l'homme des faux plébiscites, c'est aussi l'homme des faux référendums, c'est aussi l'homme des faux bulletins de vote. Quand il voulait faire passer une politique publique, eh bien, il demandait un plébiscite, il réclamait un référendum. Mais les bulletins étaient déjà remplis dans ses bureaux, en sorte que, bien avant que la population n'ait voté, on savait déjà dans quel sens les résultats allaient être promulgués, les résultats allaient être proclamés. Napoléon Bonaparte, c'est aussi un suprémaciste blanc, un raciste de la pire espèce. Je vous ai lu au début de l'émission ses rapports officiels, quand justement il songeait à rétablir l'esclavage dans les colonies françaises, et qu'on lui disait justement que l'un des acquis de la Révolution française, c'était la proclamation de la liberté générale des Noirs, c'était justement l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Mais il disait justement, écoutez sa phrase, que la liberté était un plat pour lequel l'estomac des nègres n'était pas prêt. Pour Napoléon Bonaparte, les Noirs sont une espèce qui est plus proche de la nature, plus proche des animaux, et que ces Noirs-là n'ont absolument aucune idée des civilisations. Ils ne sauront jamais comment gérer la liberté et qu'il fallait rétablir l'esclavage à tout prix. Non seulement a-t-il rétabli l'esclavage dans les colonies, mais il a demandé l'extermination de tous les Noirs âgés de plus de 12 ans. Il a passé ses ordres, il fallait les tuer de toutes les manières, il fallait les noyer, il fallait les gazer. Et je vais vous le dire, on ne compare pas des salauds, mais même un salaud comme Adolf Hitler a appris à gazer les Juifs à partir de l'expérience de Napoléon Bonaparte, c'est officiel. C'est lui le premier qui a utilisé des chambres à gaz dans des cales de bateaux pour tuer des Noirs. Qu'est-ce qu'il avait commis comme crime, ces Noirs-là? Seulement le fait d'être noirs sur des colonies françaises, le fait d'avoir goûté à la liberté. Napoléon devait les exterminer. On devait les noyer, on devait les gazer, on devait les fusiller, il fallait vider les colonies de tous les Noirs qui avaient goûté à la liberté et rétablir la traite négrière, rétablir l'esclavage pour ceux qui ont 12 ans et moins. Ne l'oublions pas, à partir des soulèvement des esclaves dans les colonies, entre autres, n'est-ce pas, en Haïti, comme on en a parlé dans une autre émission, mais des soulèvements d'esclaves en Martinique et en Guadeloupe, eh bien, le gouvernement français était bien obligé de se rendre à l'évidence qu'on ne pouvait plus maintenir l'esclavage dans les colonies. C'est ainsi donc, par exemple, à compter de 1793, on va procéder à des proclamations d'abolition d'esclavage dans les colonies françaises. Donc, c'était une pratique qui était établie dans les colonies, au moins depuis 1793, qu'il n'y avait plus d'esclavage et que les Noirs pouvaient travailler pour les anciens maîtres, mais qu'ils devaient recevoir un salaire. Eh bien, Napoléon Bonaparte, dès qu'il accède au pouvoir, va rétablir l'esclavage et il le fera à compter de 1802. Et lorsqu'on va lui dire, mais c'est un acquis de la Révolution française que la liberté générale des esclaves, lui de répondre, je suis blanc, je prends position pour les blancs, cela me suffit comme position, les noirs ne sont pas prêts pour la liberté, ceux qui pensent pouvoir libérer les noirs ignorent au fait que la liberté est un plat pour lequel l'estomac des noirs n'est pas prêt. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison.
toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Imaginez aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait l'histoire, c'est pour regarder les horreurs des tyrans, regarder les atrocités que les peuples ont subies de la part de ces tyrans-là, et dire, mais pourquoi dans tel cas, on a agi de telle manière et dans tel autre cas, on nous traite différemment? Les amis, comparaison n'est pas raison, mais imaginez seulement si, à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Adolf Hitler, le gouvernement allemand commémorait le génie d'Adolf Hitler. Imaginez comment réagiraient les Juifs si le gouvernement allemand rappelle qu'effectivement, Adolf Hitler a jeté les bases d'une Allemagne moderne et que ce que Adolf Hitler voulait, c'était de rendre à l'Allemagne sa grandeur qu'elle avait perdue lors de la Première Guerre mondiale. Non seulement le gouvernement allemand n'oserait-il pas le faire, mais de partout, on entendrait des contestations, non seulement de la part des Juifs, mais des contestations de la part de toute personne sensée. Imaginez à quel point on nous manque de respect, nous les Afro-descendants. Imaginez à quel point on nous manque de respect, nous les descendants d'esclaves, lorsqu'on fait passer Napoléon Bonaparte pour un génie, alors que cet homme est un massacreur. Imaginez à quel point on nous manque de respect lorsqu'on fait passer cet homme pour l'initiateur d'un État moderne, alors qu'en réalité cet homme c'est un exterminateur. Imaginez à quel point on nous manque de respect lorsqu'on fait passer cet homme comme quelqu'un qui a voulu rendre à la France, n'est-ce pas, sa grandeur impériale, alors qu'en réalité cet homme est un voleur, c'est un pilleur, je pèse mes mots. Je veux pour preuve sa campagne d'Égypte. Imaginez que l'Égypte n'avait rien fait aux Français, mais que pour des raisons militaires, pour des raisons stratégiques, pour pouvoir bloquer les Anglais, mais également pour des raisons scientifiques, entre guillemets, Napoléon Bonaparte a décidé de lancer ce qu'on appelle la campagne d'Égypte. Et lorsqu'il a lancé cette campagne d'Égypte, il n'y avait pas à bord de ces bateaux seulement des militaires. Il a réuni plus de 150 scientifiques. Dans quel but? Écoutez l'arrogance de l'homme. Dans le but de diffuser les lumières de la civilisation en Égypte. Et cette campagne d'Égypte, non seulement a-t-elle fait de nombreux morts dans le camp de ces Égyptiens qui n'avaient rien fait aux Français, mais c'est une campagne, n'est-ce pas, qui a contribué au vol, au pillage de la science égyptienne, au pillage des objets d'art égyptiens, en sorte que n'étaient les Britanniques qui avaient bloqué la mer au bateau de Napoléon, Napoléon aurait emporté tout ce qu'il était possible d'emporter de l'Égypte, soi-disant une Égypte où ils se sont rendus pour apporter les lumières de la civilisation. Mais ils ont profité de cette campagne en Égypte pour falsifier l'histoire. Car lorsqu'ils se sont rendus en Égypte, ils se sont aperçus qu'ils étaient en face d'une civilisation nettement avancée. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en face d'une civilisation noire, mais ils ont caché tout cela. Il fallait attendre les travaux de notre frère sénégalais Cheikh Anta Diop pour rappeler que cette civilisation égyptienne dont tout le monde parle est au fait une civilisation noire, mais Napoléon Bonaparte, qu'on présente comme un défenseur du savoir scientifique, avait tout fait pour cacher cette information-là, pour continuer à faire croire que les fameuses lumières de la civilisation égyptienne étaient au fait une civilisation blanche. Mais il faut le dire, on ne peut pas passer sous silence cela.
Ce Napoléon Bonaparte qu'on présente comme l'initiateur d'un État moderne, c'est un homme qui a entretenu plus de 51 maîtresses, les amis, aux frais de l'État. Imaginez si on parlait d'un chef d'État africain. Ah oui, ça ferait le titre de tous les quotidiens en Occident. Voilà qu'on est en train de commémorer l'anniversaire de la mort d'un homme qui a entretenu aux frais de l'État plus de 51 maîtresses. Au fait, cet homme, il avait un complexe personnel, il avait un complexe particulier. Ceux qui le connaissent, ceux qui ont vu son corps, savent que cet homme-là avait, au fait, il faut le dire, un micro-pénis. Un micro-pénis. Et il en était complexé. On disait même qu'il était stérile. Et pour se prouver à lui-même qu'il n'était pas stérile, eh bien, il entretenait aux frais de l'État français 51 maîtresses. Mais cet homme, c'est aussi un pédophile. Cet homme qu'on fait passer pour un génie, pour un visionnaire, est au fait un pédophile. On sait qu'il est mort à 51 ans, tandis qu'il était à Sainte-Hélène. Eh bien, sa dernière petite amie, imaginez, c'est une jeune fille de 15 ans, répondant au nom de Betsy Balcombe. Et pour preuve de son amour, comme cela se faisait autrefois, il a offert une mèche de cheveux à cette jeune fille de 15 ans. On passe toutes ces choses-là sous silence. Même pour l'époque, ce genre de pratique-là était condamné, les amis. Il ne faut pas dire que, puisqu'on était au 19e siècle, eh bien, la pédophilie était de mise. Pas du tout. Ce sont des pratiques qui étaient condamnées, n'est-ce pas, dans les normes morales de ce temps-là. En parlant de normes morales, Napoléon Bonaparte, loin d'être, n'est-ce pas, l'initiateur de ce qui allait être la démocratie, c'est-à-dire un État qui repose sur les trois pouvoirs, c'est en fait un despote. Même pas un despote éclairé. C'est un despote qui ne respecte qu'une seule autorité, la sienne. Il est allé jusqu'à prendre en otage le pape Pie VII. Il l'a pris en otage, n'est-ce pas, à Fontainebleau. Et à un moment donné, puisqu'il avait annexé l'Italie, il avait même songé à ramener le siège officiel de l'Église en France. Pas par amour pour l'Église, mais pour pouvoir contrôler les décisions de l'Église. Alors dites-moi, c'est cet homme-là dont on commémore les 200 ans de la mort? Voyons donc, les amis. Dans notre famille, si on a un violeur, même s'il demeure un membre de notre famille, à sa mort, on ne parle pas de lui, on a plutôt honte. Si dans votre famille, vous avez un oncle, vous avez un cousin, vous avez un père, vous avez un grand-père qui a commis, n'est-ce pas, ces atrocités-là à son anniversaire de naissance ou à l'anniversaire de sa mort, vous ne commémorez pas ce jour-là. Vous avez honte de vous-même. Vous avez honte du fait que vous avez ce monsieur-là dans votre ascendance. Mais c'est un manque de respect pour les populations noires de la France. N'oublions pas, c'est grave. Il y a des Noirs qui sont considérés comme Français. C'est un manque de respect pour eux. C'est un manque de respect pour ces frères-là que de commémorer, ne fût-ce que la mort de Napoléon Bonaparte et de le faire passer pour un génie. Cet homme, c'était à ce point un négrophobe. C'était un négrophobe de la pire espèce. Vous savez qu'il persécutait les officiers de couleur de l'armée française. Des gens qui étaient avant lui dans l'armée française. Pensez à un homme comme Thomas Alexandre Dumas, le père de cet écrivain, de ce célèbre écrivain Alexandre Dumas. Eh bien, Napoléon Bonaparte l'a persécuté parce qu'il était un officier mulâtre. Et il n'était pas le seul. Eh bien, quand on arrive à ces dates-là,
Plutôt que de les commémorer, on devrait les reconnaître, ces dates-là, comme des dates de honte, comme des dates auxquelles il fallait absolument renoncer et ne pas nous camper un Napoléon Bonaparte comme un génie qui a ramené la gloire française. Mais à quel prix Napoléon Bonaparte a-t-il amené la gloire de la France? Au prix du sang de nos ancêtres. Et on les regarde comme si de rien n'était, et on nous brosse un portrait d'un homme qui est un génie. Je réalise que la France d'aujourd'hui doit beaucoup au pillage de Napoléon. Je réalise que la France d'aujourd'hui doit beaucoup, n'est-ce pas, aux assassinats de Napoléon. La richesse de la France d'aujourd'hui s'explique par ce que Napoléon a fait. En sorte qu'au début de l'émission, j'ai dit, ceux qui ont bénéficié de ces politiques publiques, je comprends qu'ils veuillent l'encenser. Mais pour nous qui avons subi ces politiques publiques, il faut dénoncer ce portrait haut en couleur, ce portrait doré qu'on brosse de Napoléon et présenter le vrai visage de ce suprémaciste blanc, le vrai visage de cet exterminateur des Noirs, le vrai visage de cet homme qui a mis en place une politique pour gazer les Noirs, le vrai visage de cet homme qui n'avait de respect que pour sa propre gloire et pour qui la vie humaine n'avait aucune valeur. Si j'ai tenu à présenter cette émission aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que l'histoire n'est pas une science neutre. Les commémorations ne sont jamais neutres. Ce sont des messages de politique publique qu'on est en train de passer. Au fait, ce sont des prises de position qu'on est en train de faire. Si ceux qui ont bénéficié des politiques exterminatrices de Napoléon l'encensent, nous qui avons subi, n'est-ce pas, son génocide, nous devons dénoncer cela et profiter de ce 200e anniversaire de sa mort pour réclamer réparation. Rappelons-nous ceci. Tandis qu'on le présente comme un génie militaire, presque comme un homme invincible. D'ailleurs, on disait de lui que la mort fuyait Napoléon, car à 2 reprises, il a essayé de se suicider. Ça n'a pas marché. On disait que cet homme est peut-être immortel. Eh bien, tandis que de partout on le craignait en Europe, eh bien, nos ancêtres ont battu l'armée de Napoléon. L'armée de Napoléon a mangé la poussière devant l'armée indigène en Haïti. L'armée de Napoléon, malgré son atrocité, a été battue en pièces par nos ancêtres. Et s'il est un élément qu'il faut retenir en parlant du 200e anniversaire de la mort de cet homme, malgré sa laideur, malgré sa férocité, malgré son racisme, nos ancêtres ont été à ce point déterminés, nos ancêtres ont été à ce point pétris de liberté, nos ancêtres ont été à ce point combatifs qu'ils ont pulvérisé l'armée de Napoléon. Et comme j'aime à le dire, c'est la première fois qu'une armée non européenne a battu une armée européenne, et cette première fois, ce sont nos ancêtres qui l'ont marqué. J'espère que cette émission vous a été utile. J'espère que vous allez la partager. Faites-la circuler auprès des cercles de bien-pensants, de ces professeurs qui donnent raison à Napoléon, à savoir que l'histoire est un ensemble de mensonges sur lesquels on est d'accord. Eh bien, rétablissons le vrai portrait de cet homme et qu'on arrête de nous le présenter comme un génie, qu'on arrête de nous le présenter comme un chef d'État moderne. Cet homme est tout sauf ceci. Raciste, despote, pédophile, négrophobe, misogyne et tout ce que vous voulez. Je suis Jean Fils-Aimé, docteur en théologie, historien médiéviste. On est ensemble, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Je suis déterminé à ne plus laisser passer ces mensonges soi-disant inoffensifs qu'on nous entre dans la gorge par manque de respect pour nos ancêtres, par manque de respect pour nos frères et sœurs noirs qui font encore partie de la population française, mais à qui on présente un salaud pour un héros. Il ne faut pas laisser passer ces choses-là, car aucune autre communauté
n'accepterait cela? La communauté juive ne l'aurait pas accepté. Pourquoi nous, on nous fait cela? Dénonçons cela et réclamons réparation. Maintenant que vous savez tout sur cet homme, que vous avez vu son portrait monstrueux, j'espère que nous, Africains, que nous, Afro-descendants, nous allons arrêter de prénommer nos enfants Napoléon, car dès lors, ce sera un affront à l'honneur de nos ancêtres. On est ensemble, bonne semaine.